à tous, bienvenue dans cette classe sur la permaculture. Bonjour Damien. Bonjour Lise. Merci d'être là. On va vous parler aujourd'hui permaculture, Damien et moi. Donc on va commencer par se présenter nos parcours. Et puis on va vous présenter aussi le rêve qu'on a réalisé, qui est la création d'une organisation environnementale qui s'appelle Pi Seedlings, un écolieu sur lequel on a pu pratiquer depuis 6 ans les principes de la permaculture. Donc on va vous exposer les éthiques, les principes et la fleur permaculturelle. Et ensuite, on vous exposera un peu la façon dont on a pratiqué ces principes-là sur notre écolieu et comment on peut utiliser ces principes aussi dans différents domaines qui sont l'écologie intérieure, l'économie globale, l'entrepreneuriat et puis aussi l'éducation, la famille, les enfants, etc. Donc voilà, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous et puis merci de nous suivre pendant cette prochaine heure. Alors je vais laisser la parole à Damien, mon mari, de se présenter et puis après j'en ferai même à toi Damien. Donc je m'appelle Damien, j'ai 37 ans. J'ai un background qui est très loin de la permaculture, moi, parce que j'ai fait des études de commerce. J'ai commencé ma vie professionnelle chez LVMH dans le service trésorerie. Je pense que ça m'a vraiment donné de la motivation à aller chercher autre chose parce que j'étais pas du tout satisfait. Ni en termes de moi, je me sentais pas bien, j'étais malade et je ne trouvais pas de contribution, je me retrouvais pas dans les valeurs, j'avais pas l'impression d'apporter quelque chose au monde qui m'intéressait. Donc ma première réaction, ça a été de quitter mon boulot et de partir voyager, histoire de m'ouvrir les horizons. En partant sur les routes de l'Asie, j'ai découvert qu'on pouvait avoir une vie spirituelle, donc déjà ça donnait de la profondeur. J'ai aussi été confronté à plusieurs expériences mystiques qui m'ont vraiment permis de ressentir la nature sauvage profondément en moi, ce qui a vraiment changé de manière très radicale mon rapport au monde dans son intégralité. Et ce qui fait que je suis resté vivre en Asie, donc j'ai été prof d'anglais, j'ai été manager et chef dans un restaurant dans le sud de la Thaïlande. Et toutes ces expériences m'ont amené à m'intéresser petit à petit à apprendre comment est-ce qu'on fait pousser des légumes qui ont du goût plutôt que les maquiller en les cuisinant. C'est là que j'ai découvert Pan Pan, dans le nord de la Thaïlande, qui a été une expérience fondatrice, vraiment ça a tout changé. Parce que je suis parti là-bas pour apprendre à faire pousser des légumes qui avaient du goût, et ce que j'ai découvert, c'était que l'agriculture bio, c'était qu'une porte d'entrée en fait, et que derrière il y avait tout un monde cohérent, un vrai lifestyle. On a découvert une communauté, donc c'est l'époque à laquelle j'ai rencontré Lise, et en allant là-bas, on a découvert une communauté de gens qui non seulement vivaient ensemble, réapprenaient à créer des relations de travail et de vie ensemble, faisaient pousser leurs légumes, ils récoltaient les graines pour créer des banques de graines, ils construisaient leur maison de manière naturelle et ils recréaient petit à petit, et étape après étape, des économies locales pour intégrer de plus en plus de gens dans ces modes de vie, et surtout ils organisaient beaucoup d'ateliers pour partager toute cette expérience. Donc nous, ce que ça nous a apporté, c'est que ça nous a ouvert les portes sur tout un mode de vie, tout un ensemble de valeurs qui étaient cohérentes ensemble et qui offrait tout un monde de possibles. Donc on s'est mis au service de ce projet-là pendant plusieurs mois pour en apprendre, pour s'en inspirer. Et à l'issue de cette expérience-là, on est monté à Pi et on s'est dit qu'on avait envie de créer notre propre projet pour s'inspirer de ces mêmes valeurs et voir comment on pouvait les manifester dans notre vie réelle et voir avec la curiosité et de l'expérience, voir ce qu'allait en sortir. Donc avant de vous en apprendre plus sur ce que ça a donné, le projet Pi Seedlings Foundation qui est né de cette expérience-là, je vais laisser Lise se présenter elle-même. Merci. Alors je m'appelle Lise et donc je vis en Thaïlande depuis 8 ans. Je suis maman, donc nous sommes tous les deux parents de 2 garçons, Kenji et Andao, qui ont 4 ans et 6 ans. Et donc il y a 6 ans, on a créé cet écolieu sur lequel on pratique la régénération des sols à travers les techniques de permaculture. Donc en gros, on a un terrain qui fait 6000 m². Sur 2500 m² de ce terrain, on a réinviter la vie en fait dessus en construisant notre maison en terre et en construisant nos jardins potagers, en plantant des arbres, etc. Et puis sur le reste du terrain, on fait pousser du riz. Donc moi j'ai grandi en région parisienne, dans un univers qui est très cosmopolite, avec une très belle enfance. J'ai été sportive de haut niveau, ensuite j'ai été coach sportive, j'ai un master de chimie et j'ai travaillé dans l'industrie chimique pendant 8 ans. Et en fait, au bout de ce chemin-là, je me suis rendu compte que il me manquait quelque chose, que j'étais arrivée
au bout d'une partie de ma vie, on va dire, et j'ai voulu créer un changement parce que il y a des choses auxquelles j'ai pris conscience à ce moment-là, et notamment que mon activité en fait ne contribuait pas de la façon dont je voulais au monde, mais en plus elle polluait énormément en fait l'environnement. Donc j'ai décidé d'arrêter cette activité parce qu'elle ne me correspondait plus du tout, elle correspondait plus du tout à mes valeurs. Et donc je suis partie voyager, je me suis reconnectée à moi-même, je me suis reconnectée à cet univers qui est à l'intérieur de moi, je me suis reconnectée aux autres, je me suis reconnectée à la nature et au monde dans lequel je vis, et non pas ce petit monde que je m'étais construite en fait au fur et à mesure des années et qui était très très restreint en fait. Donc en revenant de cette aventure d'1 an, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je ne pouvais pas revenir à ma vie d'avant. Et donc j'ai voulu m'intégrer à des communautés, à des personnes en fait qui avaient déjà commencé à faire la transition et à vivre de façon alternative. Et donc j'ai voulu apprendre à faire pousser mes légumes, construire ma propre maison, gagner en autonomie. J'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat, donc je suis devenue photographe. Et puis de ferme en ferme, dans une de ces fermes, j'ai rencontré Damien et ensemble on a décidé de partir dans le nord de la Thaïlande à Pai pour pouvoir construire notre propre projet. Donc ce projet-là, on va vous l'exposer, bien entendu, mais véritablement c'est un rêve en fait qui était une vision qu'on avait en commun tous les deux et qu'on a voulu manifester à travers ce projet-là. Voilà. À toi. Alors voilà, là, cette époque-là, on est en 2012, on revient de 7-8 mois de volontariat dans cette ferme dont je vous parlais tout à l'heure, Pan Pan. Et on décide avec Lise de plutôt que tenter l'expérience communautaire, pour laquelle on n'était peut-être pas encore prêt, on manquait peut-être encore de maturité, de monter à Pai, à quelques heures de là, donc même bassin culturel, et de lancer notre propre projet. À petite échelle d'abord, en se connectant avec des fermiers locaux, notamment Longson, qui a été une très grande source d'inspiration pour nous, de réapprendre la terre, comment est-ce qu'on part d'une feuille blanche et comment on peut mesurer l'amélioration des sols en termes de structure, de vivant. Donc il y a eu plusieurs années d'expérimentation comme ça, jusqu'à ce qu'on devienne parents, l'intimité menant, en s'ancrant de plus en plus dans les valeurs d'amour qu'on avait envie de manifester, on a eu envie de créer une famille. Et en devenant parents, est apparue une notion de responsabilité, non seulement vis-à-vis de nos enfants et du coup des générations futures, mais aussi du reste des humains avec lesquels on partageait cette planète. On a eu envie de partager plus ce qu'on faisait, de travailler à plus grande échelle, de manière officielle, de le présenter, d'attirer du monde, d'avoir des résultats, de partager ces résultats. Donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer la structure. Donc nous on a choisi le format de l'ONG parce que c'est ce qui correspondait le plus à nos aspirations. On n'était pas là pour faire du business, on était là pour pouvoir attirer du monde et le format de la fondation en Thaïlande se prêtait assez bien à ça. Donc on a créé Pai Seedlings, on a acheté un terrain, donc 8000 m² de rizière, terrain vierge, il n'y avait rien qui poussait dessus, c'était le désert total. Et petit à petit on a commencé à observer, à interagir et à voir où est-ce que ça allait nous mener. L'intention dès le début de cette aventure, c'était d'augmenter notre autonomie par rapport aux besoins fondamentaux qu'on avait identifiés, qui étaient principalement de réapprendre à se nourrir, donc de faire pousser nos légumes et nos médecines naturelles, de pouvoir se construire notre maison en terre pour laquelle on n'allait pas se mettre une empreinte 40 ans sur le dos, et qui est une empreinte écologique minimale et pour un confort maximal, et de créer une structure de partage et d'échange dans laquelle on allait pouvoir réapprendre à créer un sens de communauté de manière à long terme à pouvoir vraiment planter les graines qui allaient devenir nos modes de vie de demain, avec l'idée de rendre le système aujourd'hui d'extraction et de pollution obsolète. Parce que c'est en créant des nouvelles alternatives qu'on va rendre les problèmes d'aujourd'hui obsolètes et que du coup on va pouvoir s'ancrer dans des pratiques régénératives. C'était ça qui trônait au cœur de notre motivation et qu'elle allait vraiment nourrir notre enthousiasme à faire tout ce qu'on a créé ces dernières années. C'est ça. Alors je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, c'est que vraiment on a commencé avec des valeurs qui étaient très très claires pour nous. C'est-à-dire qu'on avait des valeurs de liberté, d'autonomie, de courage et d'amour pour la nature. Et c'est grâce à ces valeurs-là qu'on a voulu construire en fait une vie qui était en alignement. Et on a voulu mettre ces valeurs au service
de notre vision de la vie. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, parce que notre vision de la vie, en fait, elle est quand même assez simple. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir du temps pour nous, pour notre famille, pour nos enfants. On avait envie de mettre la priorité à notre émancipation personnelle, de créer un espace harmonieux pour pouvoir être dans l'environnement parfait, pour pouvoir avancer en fait à plein de niveaux et de s'aligner véritablement avec notre puissance infinie, mais dans tous les domaines de notre vie, c'est-à-dire au niveau du développement personnel, au niveau de la famille, au niveau professionnel. Et on avait vraiment, grâce à cet écolieu, envie de se sentir libre et de s'épanouir pleinement au quotidien. Donc c'est un peu comme ça que la fondation, l'écolieu en fait est née. C'est grâce à ça. On va vous parler maintenant permaculture. Alors pourquoi c'est important pour nous de vous parler permaculture ? C'est parce que la permaculture, ça peut être perçu comme un ensemble de techniques d'agriculture proche de la nature. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Donc à la différence de par exemple l'agroécologie ou l'agriculture naturelle ou biologique, en fait la permaculture c'est un outil de conception, c'est un outil de design qui va véritablement permettre à l'homme de se réintégrer à son milieu naturel, tout en régénérant en fait les 4 éléments de la nature, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air et la terre. Et tout ça pour satisfaire les besoins essentiels de l'homme, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se laver, se connecter aux autres, vivre en communauté, prendre soin de soi. Donc c'est véritablement un design en fait qu'on va mettre en place grâce au principe de la permaculture pour nous aider à régénérer nos ressources. Alors la permaculture, c'est 3 éthiques. La première éthique, c'est de prendre soin de la terre. La deuxième, c'est de prendre soin de l'homme. Et la troisième, c'est de partager équitablement l'abondance que l'on va produire à partir de nos créations. Donc l'idée, c'est vraiment de créer de l'abondance pour répondre à nos besoins et à ceux de notre écosystème. Donc la permaculture, à partir de ces éthiques-là, on a créé 12 principes fondamentaux qui vont nous permettre en fait de mettre en pratique les éthiques de la permaculture. Et donc je vais vous lister les 12 principes et on en parlera un petit peu plus en détail juste après. Donc les 12 principes, déjà le premier c'est observer et interagir. Et ça on peut le faire à notre niveau, donc au niveau de notre corps, au niveau de notre esprit, de nos émotions. On peut le faire aussi au niveau de notre écosystème, d'un terrain, de la nature, etc. Ensuite, c'est comment collecter et stocker de l'énergie pour pouvoir ensuite créer une production. Ensuite, on va essayer d'appliquer l'autorégulation et donc mettre en place des cycles en fait qui vont faire que les cycles vont s'autoréguler tout seuls. Ensuite, on va essayer d'utiliser et de valoriser les ressources. Surtout, ne pas produire de déchets, bien entendu. Et un des principes, c'est de partir de structures d'ensemble pour ensuite arriver au détail. Un autre principe, on va essayer d'intégrer plutôt que de séparer et de diviser. On va utiliser des solutions à petite échelle et on va avancer pas à pas avec patience. Parce que elle, la nature, elle arrive à créer de l'abondance, mais elle avance pas à pas avec beaucoup de patience. Et on va utiliser et valoriser la diversité. C'est aussi grâce à cette diversité-là qu'on va réussir à créer de la résilience et qu'on va réussir à créer en fait des écosystèmes qui sont stables sur un temps long. On va utiliser les interfaces et valoriser en fait les éléments de bordure. Donc on va vous expliquer un petit peu comment on a fait nous sur notre terrain. Mais en fait les interfaces c'est quoi ? C'est les qualités de chaque surface qui vont se rassembler comme ça et qui vont créer de l'abondance. Et ensuite, on va utiliser le changement et on va y réagir de manière créative. Donc ça, ce sont les 12 principes de la permaculture. Donc à partir de ces éthiques de la permaculture, on crée les 12 principes qui vont nous permettre de mettre en pratique les éthiques de la permaculture.
Et ensuite, ce qui a été créé, c'est une fleur permaculturelle, c'est-à-dire différents domaines en fait, d'intervention de ces principes-là qui vont nous permettre de créer une société durable et résiliente dans le temps. Parce que pour que les êtres humains puissent vivre en harmonie en fait, avec la nature et se réintégrer dans leurs écosystèmes, c'est important qu'on définisse des domaines d'application dans lesquels on va pouvoir appliquer ces principes-là. Donc le premier domaine, c'est un domaine qui peut paraître évident, mais c'est le domaine de la santé et du bien-être. Donc comment utiliser en fait les principes de la permaculture, donc réintégrer dans nos systèmes de santé des outils de santé holistique, de la médecine naturelle, de la médecine alternative, ancienne. Un autre domaine, c'est aussi l'enseignement et la culture. Donc comment en fait partager nos connaissances et comment éduquer en fait nos enfants et les prochaines générations en utilisant les principes de la permaculture aussi. Un autre domaine, c'est le domaine de la finance et de l'économie. Donc ça, on va en parler plus en détail. Le foncier et la gouvernance. Donc comment est-ce qu'on se réorganise entre nous pour pouvoir créer des modes de vie résilients et qui sont respectueux de la nature. Bien entendu, le soin à la nature et à la terre, donc à travers la façon dont on pratique l'agriculture et comment est-ce qu'on fait pousser notre propre nourriture. L'habitat, comment est-ce qu'on construit nos habitats en respectant la nature et les outils et les technologies qu'on utilise qui vont nous permettre en fait de régénérer nos ressources et non pas juste de les utiliser et en fait de les appauvrir. Hein. C'est un peu ça. Ouais, la notion de régénération, elle est très importante et quand on parle de tous ces 8 domaines que Lise vient de mentionner, dans lesquels on peut appliquer les principes de la permaculture, je pense qu'il faut toujours garder en tête que la finalité c'est de créer des systèmes et des manières de faire qui se régénèrent avec le temps plutôt que des systèmes qui s'épuisent parce que c'est en régénérant qu'on peut envisager le temps long et le côté durable de ces systèmes plutôt que des systèmes qui extraient et qui du coup vont vers leur épuisement et leur fin. C'est ça. Alors ce terme permaculture, il existe depuis les années 70 et il a été créé par Bill Mollison qui a écrit 2 livres, Permaculture 1 et Permaculture 2, qui sont très très bien faits. Et en fait la permaculture c'est véritablement un outil qui est adapté qui était déjà utilisé par nos anciens depuis très longtemps. Sauf que ces dernières décennies, on a on a suivi un rêve consumériste, nous les humains, et on a construit une société capitaliste en fait, abusée. C'est-à-dire qu'à partir de ça, de ce qu'on a construit, il a fallu reconstruire et présenter au monde quelque chose qui pourrait nous permettre de réintégrer notre environnement et nos écosystèmes de façon équitable. Et c'est pour ça que la permaculture elle a été créée à ce moment-là, parce qu'elle est adaptée au système dans lequel on vit aujourd'hui. Donc l'homme moderne, en fait, la société dans laquelle on vit, on est très séparé de la nature. Et c'est vrai que l'homme moderne, elle s'écarte vraiment de la nature. Et il a remplacé le vivant par la technologie, il a suivi ce rêve consumériste. Et il se trouve que la permaculture, elle va s'opposer à cette logique actuelle. Et elle va proposer en fait de prendre la nature comme modèle pour pouvoir reconstruire une nouvelle société, un nouveau paradigme. Donc en gros, ce qu'on a voulu faire avec la permaculture, c'est d'utiliser la main de l'homme comme une solution et non pas comme un problème. Comment ? C'est parce que l'homme en fait, il a un tas de talents et il a un tas de qualités et de forces. Donc il est capable d'observer la nature. Il est capable de s'inspirer de ses modèles pour se réintégrer lui-même dans son système vivant. Pour faire partie de la solution. Il est capable aussi d'utiliser toutes ses qualités, toutes ses forces, tous ses talents pour pouvoir les mettre au service de la nature et pour pouvoir les mettre au service de la régénération de nos ressources et de nos énergies. La main humaine, en fait, elle va devenir un outil qui va nous permettre de mettre en place et d'effectuer des systèmes et des designs que la machine ne peut pas faire. C'est-à-dire, par exemple, créer des espaces cultivés et diversifiés. Ça, la machine, elle ne peut pas le faire. Créer un espace avec amour. Ça, la machine, elle ne peut pas le faire.
produire beaucoup sur une toute petite quantité et préserver la biodiversité. Ça, la machine, elle peut pas le faire aussi bien que l'homme. Donc on va véritablement utiliser la main de l'homme comme une solution et non pas comme un problème pour pouvoir régénérer nos ressources. Donc maintenant, ce qu'on a envie de faire vraiment avec vous, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on a utilisé ces principes de la permaculture dans notre écolieu. Et donc on va partir à la visite du terrain. Et donc ça va se faire en 4 étapes parce qu'on a décidé en fait de vous démontrer ça en utilisant les différents éléments. Donc on va vous montrer comment on a géré l'eau sur les terrains, on va vous montrer comment on a géré le feu, c'est-à-dire l'énergie solaire, et comment on a monté en fait des technologies à basse énergie qui utilisent l'énergie solaire. On va vous expliquer un peu comment on utilise toutes les ressources qui sont sur notre terrain et autour du terrain aussi. Moi, je vais vous parler du jardin, comment on a monté nos jardins, comment on a construit notre maison en terre, donc comment on a pris soin du système terre. Et puis, le dernier élément, c'est l'élément de l'air. Et donc, on va vous dire aussi comment est-ce qu'on utilise cet élément-là pour pouvoir justement, à travers les principes de la permaculture. Donc, on y va? C'est parti? Allez. À tout de suite. Bienvenue dans notre potager, dans notre jardin. Là, vous voyez, vous pouvez voir une partie derrière moi et sur les côtés. Là, il y a de la nourriture qui pousse un peu dans tous les sens. La raison pour laquelle on est venu dehors, c'était pour vous présenter tout ce dont on vient de parler de manière théorique et de vous montrer dans l'application au niveau pratique à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je vais commencer par vous parler de la notion de ressource qui est centrale à la permaculture et à tout projet qui se veut de résilience. Premier principe de la permaculture, hein, observer et interagir où se trouvent les ressources avec lesquelles on va pouvoir interagir, où se trouve l'énergie qu'on va pouvoir capter, stocker et transformer de manière à trouver des énergies latentes des 4 éléments par exemple et les transformer en une production qui nous est utile. En l'occurrence, nous, notre besoin fondamental auquel on voulait répondre, c'était produire de la nourriture et s'en nourrir pour plus être dépendant de l'industrie agroalimentaire. Donc en gardant cette finalité en tête, la première chose qu'on a fait, donc c'est un petit peu difficile à imaginer, il faut savoir qu'ici c'était table rase, il n'y avait rien. Il y avait peut-être quelques brindilles, il y avait quelques plantes très coriaces qui poussaient quand on a commencé à travailler le terrain. C'était pas gagné, c'est vrai que c'est difficile à imaginer maintenant quand on voit l'abondance qu'il y a derrière moi. Tout ça, ça s'est pas fait tout seul, ça s'est fait en observant, en intégrant ce qui était sur place. Hein. Chacune des herbes qui poussaient initialement avait une raison d'être là. On a essayé de garder à l'esprit, même si c'était pas facile toujours, de dire les herbes, il n'y en a pas des mauvaises et des bonnes, elles sont toutes là pour nous apprendre quelque chose sur le terrain. Si elles sont coriaces au début, c'est qu'on a un manque de ressources, on a un manque de nutriments, on a une structure du sol qui est difficile. Et c'est avec cette ressource-là, c'est de là qu'il faut qu'on parte. Donc il fallait l'accepter, ça, de manière à pouvoir l'intégrer petit à petit. Donc la première ressource qu'il a fallu identifier, dont il a fallu tirer parti, ça a été l'eau. Une des raisons pour lesquelles ce terrain nous a plu initialement, malgré la pauvreté du sol initial, c'est que là-haut, on ne le voit pas, mais derrière la ligne de bananier, derrière moi, il y a un canal qui court. Donc il est légèrement surélevé par rapport au reste du terrain, ce qui nous permet d'avoir déjà un accès à l'eau quasiment toute l'année, parce qu'en dehors des grosses sécheresses, il y a de l'eau qui coule dans ce canal toute l'année. Donc avec un petit système de dérivation et un siphon assez facile, ça nous permet d'amener de l'eau et d'irriguer sans dépenser plus d'énergie. Et du coup d'irriguer les potagers. Donc ça, c'était déjà un accès à une ressource primordiale, l'eau. Un problème qui s'est vite posé ici, c'est qu'on a 2 saisons qui sont très très différentes. Une saison où il pleut pas du tout pendant 6 mois et une saison où il pleut beaucoup trop. On est dans des rizières, le sol est argileux. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était que ça allait inonder tous les étés. Donc au début, on a planté des arbres, hein. On a planté 50 arbres la première année, près de 100 arbres la deuxième année, ils sont tous morts parce qu'on était au niveau du sol et que ça inondait en saison des pluies, le sol ne drainait pas. Donc là, il a fallu qu'on réagisse, qu'on soit un peu créatif dans la manière de trouver des solutions. On s'est penché sur les principes de la perma. Comment est-ce qu'on réagit face à ce problème-là?
Et bien, en réfléchissant, on a trouvé une solution qui apportait 2 solutions. C'est-à-dire qu'en creusant les drains qu'il y a là, je ne sais pas si on peut regarder avec la caméra, voilà. Donc de partout, on a fait tout un système de drains qui entourent toutes les zones de potager. Ces drains, ils nous servent pendant la saison sèche, en faisant une dérivation du canal principal, d'irriguer les canaux et du coup de garder de la vie dans le sol, parce que l'eau pénètre dans le sous-sol et du coup garde un niveau d'humidité qui permet aux plantes de pousser, de rester vivantes. Elles vont aller chercher l'eau en poussant des racines et du coup en étant plus résilientes. Et à la saison des pluies, quand c'est trop inondé, on ferme l'ouverture et l'eau, le trop plein d'eau, vient se déverser dans les canaux et du coup évite d'être inondé. C'est ça qui nous a permis de garder nos arbres vivants, de garder les potagers vivants tout au long de l'année. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la ressource eau qui était vraiment la ressource principale. Ce que je vous propose, c'est d'aller là-bas et de voir 2 autres types de ressources qu'il a fallu apprendre à maîtriser aussi pour le bien-être du projet. Ouais. Une des autres ressources fondamentales qu'il a fallu gérer, c'était la matière carbone qui manquait beaucoup dans le sol et qui est essentielle pour pouvoir nourrir les plantes. Donc ça, Lise va vous en parler un petit peu plus en profondeur plus tard. C'est pour ça qu'on fait ces composts. Encore une fois, la manière de transformer un problème en solution s'est présenté avec ces arbres qu'on appelle des cratines qui poussent vraiment de manière complètement folle, qui bouffent toutes les ressources dans le sol, qui occupent avec les racines tout le sol. Là, ça nous bouche la vue, donc ça posait vraiment problème d'avoir autant de ces arbres-là. Bon, plutôt qu'y voir un problème avec d'un côté des arbres qui poussent de manière folle et d'un autre un manque de nutriments dans le sol, on s'est dit qu'on allait utiliser ces arbres. Donc régulièrement, là, tous les 3 mois, on coupe tout. On les broie, on les composte et ce compost qu'on fait, c'est ce qui va nous permettre de remettre de la matière carbonée azotée dans le sol sous forme de compost pour nourrir les légumes et du coup transformer un problème en une solution qui va nous nourrir et qui va nourrir nos potagers. Donc la 3e ressource vraiment importante qu'il allait falloir apprendre à, j'aime pas dire maîtriser, c'est plutôt danser avec cette énergie, c'était l'énergie du soleil ici. On est dans les tropiques, donc on en a vraiment beaucoup tout au long de l'année, même en saison des pluies comme on voit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de lumière. Donc ça s'est manifesté avec déjà choisir l'orientation des potagers, où est-ce qu'on les place par rapport à la maison, etc. On a beaucoup de zones potagers qui sont au sud. Le riz qui a besoin de beaucoup de soleil, on l'a laissé au sud de la maison pour qu'il ait un ensoleillement maximum. Et l'énergie du soleil, on a aussi décidé de la capter, de la stocker au maximum grâce à ce qu'on appelle des low-tex. Donc des technologies, des petites technologies qui nécessitent très peu d'investissement, pas de high-tech, par opposition à high-tech. Donc nous on en utilise 2 principalement. Donc on a le chauffe-eau solaire qui est là-haut, qui permet de capter l'énergie du soleil et dans de l'eau et du coup d'avoir de l'eau chaude pour se doucher le soir. On n'utilise pas d'autres systèmes pour avoir des douches chaudes, ça marche même en hiver, même si on peut l'améliorer, on va pas se mentir. Et on a un autre système derrière là-bas dans la serre qui est un déshydrateur solaire. Donc pareil, sans utiliser d'électricité du tout, de manière complètement passive. C'est un système qui capte l'énergie du soleil pour chauffer de l'air. L'air monte, se gorge de l'humidité des fruits et des légumes et ça nous permet de faire des légumes et des fruits séchés, de les conserver. Donc quand on a une grosse production qui arrive d'un coup, ça nous permet de la conserver et de la manger plus longtemps. Alors je vais vous parler du système terre maintenant. Donc l'idée ici sur le terrain, ça a été de régénérer la terre pour pouvoir avoir de la terre riche en nutriments pour pouvoir faire pousser beaucoup de légumes, des fruits et des herbes aromatiques ou des herbes médicinales. Donc ce qu'on a fait pour régénérer la terre, comme vous l'a expliqué Damien juste avant, c'est que donc on a créé du compost et ensuite avec ce compost là, on l'a ramené ici pour pouvoir créer des buts en fait de permaculture, surélever un petit peu ces buts en hauteur pour pouvoir faire pousser un maximum de légumes. La deuxième chose qu'on a fait ici, c'est pouvoir créer de la diversité. Donc on a mélangé différentes espèces en fait, de légumes pour qu'ils puissent pousser ensemble et qu'ils puissent se défendre contre les intempéries, se défendre contre les insectes par exemple. Donc on a ici mélangé de la menthe avec des carottes, on a des aubergines aussi, juste derrière on a du basilic,
Juste ici, on a des haricots. Donc l'idée, ça a été vraiment d'apporter de la diversité pour que les plantes elles-mêmes puissent se défendre entre elles et puissent aussi en fait, permettre sous la terre à garder un équilibre nutritionnel pour qu'elles puissent en fait, créer de l'abondance. Donc on a des fleurs aussi qui poussent, ça c'est une plante médicinale, on a différentes espèces. On n'enlève pas forcément en fait les mauvaises, ce qu'on appelle des mauvaises herbes, parce qu'en fait c'est pas forcément des mauvaises herbes, mais ce sont des herbes aussi qui contribuent en fait à la défense naturelle, à l'immunité en fait naturelle de cet écosystème-là. Et donc c'est important vraiment de garder tout ça et que en fait les différentes espèces arrivent à vivre ensemble. Alors il se trouve que quand on construit les buts de permaculture, on essaye d'y apporter le maximum de nutriments pour pouvoir recréer la vie à l'intérieur. Parce que ce qui est d'important, c'est pas seulement ce qui se passe à l'extérieur du sol et ce qu'on voit, mais des choses qu'on ne voit pas, et toute cette vie qui est présente grâce aux vers de terre, grâce aux insectes, et grâce au humus, et qui régénère en fait l'écosystème qui se trouve sous la terre pour pouvoir nourrir les plantes et qu'elles puissent grandir et qu'elles puissent être riches en nutriments justement. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a construit nous-mêmes notre maison en terre. Et donc on a voulu utiliser les éléments et les ressources qu'on avait autour de nous pour pouvoir construire cette maison de nos propres mains. Alors la première chose, c'est que le toit est en bambou. Donc on est juste au-dessus d'une forêt de bambou. Donc on est allé couper les bambous qui sont tout en bas de notre terrain. On les a ramenés ici et on a construit avec. En ce qui concerne les murs en terre, donc ce sont des murs qui sont composés d'argile, de paille, de sable et d'eau. Et donc ces murs-là nous permettent véritablement de vivre dans un environnement qui est naturel, de capter l'énergie de la terre et d'avoir pu utiliser les ressources qui sont à notre disposition sans créer ni de déchets ni de pollution. Et c'est pour ça que l'habitat est si important, parce qu'on a bien entendu tous besoin de vivre quelque part, sous un toit, et c'est véritablement important de remettre au centre de nos intérêts la façon dont on construit nos habitats. Donc créer une maison en terre, c'est magnifique parce que on le fait avec nos propres mains. Donc nous, avec Damien, quand on a décidé de créer notre maison en terre, on s'est dit mais comment on va faire juste tous les deux. Et il se trouve en fait qu'au niveau de l'énergie aussi, on a pu rassembler plein de volontaires, beaucoup de tailles sont venus nous aider. Il y a eu beaucoup d'intérêt autour de la construction de cette maison qui a fait que, en plus d'utiliser des éléments naturels, on a véritablement utilisé l'énergie de la communauté pour pouvoir construire cette maison. Donc on est très heureux pour ça. Donc il y a énormément d'avantages au fait de construire sa maison naturelle, c'est que déjà, premièrement, l'impact environnemental est quasi nul comparé à une maison construite en béton. Ensuite, au niveau du confort, c'est absolument incroyable le confort qu'on peut avoir en fait avec des murs en terre, et notamment en termes énergétiques et en termes de température. C'est-à-dire que quand il va faire froid dehors, il va faire chaud à l'intérieur. En fait, la température intérieure va rester relativement stable par rapport à la température extérieure. Donc il fait chaud, très chaud dehors ou très froid dehors, on va réussir, grâce à ces murs en terre qui sont ici larges de 30 cm, on va réussir à garder une température relativement stable qui va nous permettre d'avoir du confort tout au long de l'année. Donc c'est ça le gros avantage de pouvoir construire une maison avec des murs en terre.
Alors on va maintenant passer aux différentes applications dont on a envie de vous parler et on va commencer avec l'écologie intérieure avec Damien. Merci Lise, merci pour ce petit passage dans le jardin qui nous a permis de voir de manière un peu plus concrète ce qu'on entendait parler par les principes de la permaculture. Donc une chose qui apparaît de ce dont on a parlé déjà, qui est très importante, c'est que la permaculture ne donne pas un ensemble de solutions ou de règles à appliquer, mais que c'est plus une invitation à repenser notre manière de se connecter à la nature, notre place dans la nature. Et c'est très important, parce que c'est beaucoup plus flexible comme ça. Un autre élément qui est important de se rendre compte à ce stade-là du cours, c'est que la permaculture, c'est pas un aboutissement en soi. Nous, la manière, plus on l'applique, plus on se rend compte qu'en fait c'est une porte d'entrée, c'est une ouverture par laquelle tout commence. C'est-à-dire qu'en commençant à repenser notre relation au vivant, notre place à l'intérieur, en ouvrant notre cœur à tout ce qui peut y rentrer, en fait ça va commencer à nous changer de l'intérieur, à changer notre relation, et c'est là que commence à se faire la vraie transformation. Donc, je voudrais vous mener à travers une petite méditation qui s'appelle la méditation des 4 éléments et qui, je l'espère, va vous permettre de ressentir plus profondément ce sentiment d'unicité et cette transformation à l'intérieur dont on parle. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux si vous êtes mieux avec les yeux fermés, et à commencer par prendre 3 lentes et profondes respirations pour vous ancrer en vous-même. Respirez profondément et laissez votre corps s'installer dans la méditation. Votre corps relâcher les tensions et votre esprit lâcher prise sur toutes les pensées qui l'occupent. Plongez en vous-même plus profondément avec chaque inspiration. Souriez et remerciez-vous de prendre ce moment pour vous reconnecter au monde et ne faire plus qu'un avec lui. Observez simplement votre respiration. Ne la forcez pas. Regardez comme elle se produit par elle-même, sans votre participation consciente, comme si quelque chose de plus grand que vous respirait à travers vous. Inspirez et soyez présent à la sensation de l'air qui pénètre dans vos narines, descend dans vos poumons, gonfle votre abdomen. Soyez présent à l'oxygène qui chemine dans votre cœur, charge votre sang et nourrit vos organes. Expirez. Soyez présent à toutes les tensions qui se relâchent, à vos poumons qui expirent le dioxyde de carbone et les toxines dont votre corps n'a pas besoin. Respirez et devenez conscient que l'oxygène dont votre corps a besoin vous est fourni par les arbres et les forêts. Respirez et prenez conscience que ce sont aussi ces arbres et ces forêts qui se nourrissent de votre CO2 dont vous n'avez pas besoin. Respirer est un cycle naturel qui se produit à travers vous et à travers la forêt. Respirez et remerciez l'élément de l'air grâce auquel vous n'êtes qu'un avec les arbres et la forêt. Vous êtes la forêt, vous êtes ces arbres, ces branches, ces feuilles, sa canopée. Ressentez la douce caresse du soleil sur votre canopée. Cette douceur, c'est l'énergie primordiale avec laquelle vous vivez. C'est cette énergie du soleil qui vous permet de créer l'oxygène par photosynthèse. C'est cette photosynthèse qui vous permet de puiser les minéraux dans le sous-sol et de les faire remonter dans vos veines. C'est elle aussi qui vous permet de produire le sucre et la douceur que vous partagez avec le reste du vivant à travers vos racines et vos fruits. La douceur est votre monnaie d'échange, et c'est ainsi que vous faites voyager les minéraux et en nourrissez les êtres vivants. En ce sens, en tant qu'humain, vous êtes la terre qui marche sur la terre. Vous êtes la terre qui se nourrit de la terre.
Remerciez cet élément de la terre. Vous êtes la terre. Vous êtes Gaïa. Comme elle, votre corps est formé à 70% d'eau. La salinité de vos cellules est similaire à celle de ces mers et de ces océans. Comme elle, ce sont vos veines qui acheminent et distribuent la vie, la fertilité et les nutriments dans tout votre corps. Comme elle, elle le fait avec ses rivières et ses fleuves qui irriguent sa surface. Comme l'eau des torrents, vos humeurs changent. Comme l'eau des océans et des marées qui affluent et refluent inlassablement, vous pouvez changer le monde avec une patience infinie. Comme l'eau des lacs les plus profonds, vous pouvez absorber et intégrer tout ce qui vient à vous. Comme tout le reste du vivant, vous vivez grâce à l'eau. Remerciez cet élément de l'eau. Le feu est l'élément qui vous anime. Ressentez-le au plus profond de vous. À quoi ressemble votre passion pour le monde? À quoi ressemble l'énergie qui vous fait vous lever tous les matins pour entreprendre de grandes choses? À quoi ressemble votre envie de changer les choses? Le feu, c'est l'énergie de la transformation. C'est celui qui met en mouvement. C'est celui qui initie, c'est celui qui détruit et celui qui transforme. C'est autour d'une immense boule de feu que la terre tourne, et c'est quand le soleil se lève que la vie s'ébroue sur terre. C'est quand nous allumons la flamme dans nos cœurs que nous faisons une différence. Remerciez l'élément du feu. Le plus subtil de nos existences, ce sont ces 4 énergies primordiales qui animent la vie sur Terre et qui nous relient au vivant. Leur rendre hommage, c'est reconnaître notre appartenance, notre unicité, avec toutes les autres formes de vie sur Terre. Prenez encore quelques respirations profondes pour honorer ce lien sacré et souriez à lui. Je vous invite à prendre une dernière inspiration et une dernière expiration, puis à rouvrir les yeux pour nous rejoindre dans cet espace où nous partageons sur la permaculture. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette méditation et que d'une certaine manière elle vous a permis de ressentir intérieurement ces changements dont on parle depuis tout à l'heure, à laquelle invite la permaculture. Et ce qu'on va faire dans la suite, c'est qu'on va garder ce regard intérieur. Et j'aimerais vous inviter à questionner comment toutes les réflexions qu'on a abordées sur la permaculture et comment les principes de la permaculture dont on a parlé tout à l'heure peuvent s'appliquer à nos paysages intérieurs et à notre écologie intérieure. Donc une manière un peu plus interactive de faire, ce qu'on pourrait faire, Lise, c'est que tu me proposes certains des principes de la permaculture dont on a parlé précédemment, et puis moi je vais proposer une vision pratique de comment ça peut s'appliquer à l'écologie intérieure. Ouais. La diversité par exemple? Alors, principe de permaculture, honorer la biodiversité, la diversité. Moi, ce à quoi ça fait référence, ça, c'est le principe de vie holistique. C'est-à-dire que être vivant dans un corps humain, c'est un ensemble d'expériences qui s'empilent les unes sur les autres. On a des êtres vivants, c'est avoir des sensations physiques, c'est avoir des émotions et des sentiments, c'est avoir des pensées, des réflexions, c'est s'engager au niveau relationnel, c'est subir et faire circuler des énergies sexuelles, des énergies spirituelles, et que tout ça, c'est des énergies de nature différente qui cohabitent en nous, qu'on a souvent tendance à opposer, voire à mettre en conflit, à considérer qu'elles sont paradoxales. Il y a des gens qui sont très émotionnels et puis il y a des gens qui sont très intellectuels, comme si c'était deux choses différentes qui s'opposaient. Voilà. Alors, la vision de la permaculture, plutôt qu'opposer, inviterait plutôt à intégrer plutôt que diviser. C'est un des autres des principes de la permaculture. Intégrer toutes ces expériences de nature différente, certes, mais qui
ensemble, uniquement ensemble, peuvent définir ce que c'est qu'une expérience humaine pleine, riche, intégrale, holistique. Elles sont paradoxales peut-être en surface, mais c'est en cherchant à les intégrer qu'on peut vraiment comprendre de quoi on parle dans l'expérience humaine et ne pas rejeter quoi que ce soit. J'aimerais bien qu'on parle aussi du principe de ne pas produire de déchets. C'est une transition parfaite parce que j'étais en train de dire de rejeter certaines expériences. Ouais. Un système de permaculture dans le jardin, c'est un système qui ne produit pas de déchets. Enfin, il produit des déchets, mais tous les déchets produits sont utilisés comme des ressources par un autre système, par un autre élément du système. Bon, repensons ça par rapport à nous alors. Vivre, grandir, on est soumis à des expériences heureuses, joyeuses, dans lesquelles on va s'ancrer, on va garder des bons souvenirs, on va les raconter, on va se créer notre personnalité là-dessus. Et puis on a des traumas, des douleurs, des souffrances, des éléments un petit peu plus désagréables qu'on a tendance à balayer sous le tapis, à vite oublier ou à rejeter comme ne faisant pas partie de ce qu'on veut appeler comme la vie normale. On s'identifie tous avec beaucoup plus de naturel et d'entrain à nos belles expériences qu'à nos expériences douloureuses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ces expériences, on va les rejeter comme ne faisant pas partie de l'expérience? Ou est-ce qu'au contraire, comme nous y invite la permaculture, est-ce qu'elles n'ont pas une utilité? Est-ce que ne sont pas une ressource pour nous apprendre à grandir? Et alors là, ça ouvre tout le champ de ce qu'on appelle le shadow work en coaching. Hein, on est tous les deux au courant parce qu'on évolue aussi là-dedans. C'est regarder dans nos traumas, regarder dans nos douleurs, dans tout ce qui est dans l'ombre et aller chercher dedans la force et les raisons qui nous poussent à grandir, à nous améliorer. C'est au moment donné où on n'est plus satisfait avec nos statu quo, donc il y a une dissatisfaction, qu'on peut dégager la force et l'envie d'aller de l'avant, de produire quelque chose de nouveau qui va plus nous soutenir et nous satisfaire. Donc voilà ce que ça peut inspirer en termes d'écologie intérieure, de ne pas produire de déchets. Nos expériences les plus douloureuses sont souvent là pour nous apprendre les plus grandes leçons et attirer notre attention sur des éléments centraux qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Super. Et créer de l'abondance, parce que c'est ça le but de la permaculture. Et créer de l'abondance, il faut composter nos expériences douloureuses pour créer le terreau fertile dans lequel on va pousser des nouvelles racines et grandir. C'est ça. La raison pour laquelle j'ai voulu vous parler d'écologie intérieure dans cette vidéo sur la permaculture, c'est que c'est une manière douce de faire le lien entre le monde extérieur dans lequel on se projette, dans lequel on crée, et le monde intérieur qui va inspirer en fait tous ces changements. Et la question centrale, c'est est-ce qu'on va vraiment être capable de manifester un monde régénérateur basé sur l'amour tant qu'on n'aura pas fait nos transitions intérieures et nos changements de paradigme intérieur. Je pense que c'est deux fronts qui doivent être menés ensemble. Donc là, on a vu quelques bases sur l'écologie intérieure, comment ça pouvait fonctionner. Maintenant, je vais rendre la parole à Lise qui va nous expliquer en termes d'entrepreneuriat comment on peut ancrer ces principes pour participer à la création d'un nouveau monde. Merci. Alors on va parler entrepreneuriat maintenant parce que c'est très important. Aujourd'hui, on est dans une époque où il y a énormément de personnes qui résonnent avec l'entrepreneuriat et qui veulent se tourner vers ça pour trouver plus de flexibilité dans leur vie et s'aligner au niveau professionnel à leurs valeurs qui sont les plus fondamentales pour eux. Donc, comment utiliser la permaculture pour pouvoir créer son entreprise ou pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat? Donc, il y a différents principes qu'on peut utiliser toujours. Le premier, bien entendu, c'est n'oublions pas déjà quand on crée son activité professionnelle, c'est se poser les bonnes questions. C'est déjà comment est-ce qu'on prend soin de la nature tout en créant notre activité professionnelle? Comment est-ce qu'on prend soin de soi tout en créant notre activité professionnelle et surtout toute l'abondance qui va être générée par cette activité professionnelle, comment est-ce qu'on la redistribue autour de nous et comment est-ce qu'on la partage en fait autour de nous de façon équitable et qu'on la refait circuler dans notre écosystème global. Donc moi j'avais envie de parler par exemple d'observer et d'intégrer pour commencer et pour construire son activité professionnelle. Alors déjà, ce qu'on va commencer à faire, c'est de redéfinir ses talents, redéfinir ses forces, lister ses connaissances. Et on va s'observer, nous, et voir comment ça résonne en nous, tout ça, pour pouvoir ensuite intégrer toutes ces valeurs, toutes ces forces, toutes ces connaissances, en fait, dans cette activité qu'on a envie de construire, pour pouvoir construire quelque chose qui va générer de l'abondance,
avec beaucoup d'amour qu'on va mettre dedans parce qu'on va être parfaitement aligné en fait avec nos valeurs et qui va pouvoir en fait nous faire avancer au niveau professionnel, voilà, dans le cadre de la permaculture. Le deuxième principe dont je voulais vous parler aussi, c'est la diversité. Donc comment, pour arriver à créer de la résilience et de la durabilité dans le temps, sur le long terme en fait, comment est-ce que vous allez pouvoir diversifier en fait vos activités. C'est-à-dire qu'il y a, je tombe souvent sur des entrepreneurs qui ont envie de faire plein de choses, qui sont passionnés en fait par différentes choses, et puis ils ont l'impression de se perdre, ou ils ont l'impression que s'ils vont parler de toutes leurs passions et toutes leurs aspirations, ils vont perdre les autres, ceux qui leur écoutent. Et en fait, il faut vous dire que déjà, à partir du moment où vous êtes aligné avec vos aspirations, avec vos rêves, vous allez inspirer les autres. Donc les autres vont être inspirés et donc ils vont vous entendre, ils vont vous écouter. Donc n'hésitez pas à diversifier vos activités à partir du moment où ce sont des activités qui vous passionnent et dans lesquelles vous êtes capable de mettre votre énergie la plus haute. Ensuite, le fait de diversifier ces activités, ça va vous permettre d'élargir votre panel de clientèle et ça va vous permettre d'être résilient en fait sur la durée par rapport à votre activité professionnelle. Donc voilà, il y a plein de choses dont on pourrait dire par rapport à l'entrepreneuriat, mais ces deux choses, je pense qu'elles sont importantes, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous ouvrir toutes les possibilités et toutes les portes en utilisant les principes de la permaculture dans l'activité professionnelle que vous voulez mettre en place. Voilà pour l'entrepreneuriat. Donc maintenant, c'est une belle introduction en fait à l'économie globale, parce que l'économie globale, ça peut être aussi tous les entrepreneuriats qui se mettent ensemble et qui forment une sorte d'économie. Mais là, on va parler d'économie dans le cadre de notre écolieu. L'économie, c'est la manière dont on crée des échanges entre les différents acteurs d'une société. C'est ça la définition de l'économie. L'économie, elle peut être repensée intégralement si on fait appel au principe de la permaculture. Chercher des ressources locales, être sûr que dans l'ensemble des sociétés qui créent l'économie, chaque déchet produit soit réutilisé comme une ressource par une autre entité de cette économie, que les besoins sont identifiés. Enfin, bref, on pourrait prendre les éléments, les principes un par un pour juger de l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et comprendre pourquoi on a les problèmes qu'on a aujourd'hui avec l'économie globale, l'extraction des ressources, la pollution, etc. C'est pas le but qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste quelque chose que je voudrais qu'on puisse garder en tête. Et nous, à notre petite échelle de Pi Seedlings Foundation et de la petite vallée de Pi, qu'est-ce qu'on a commencé à mettre en place pour essayer de jouer notre rôle là-dedans en tant que petits entrepreneurs. On a décidé de créer une AMAP. Alors d'où c'est venu? On a ce terrain très grand, presque trop grand pour qu'on puisse l'exploiter tout seul, qu'on utilise depuis quelques années. Et l'année dernière, quand le Covid a débarqué, nous on s'est retrouvé avec une grosse perte de revenus et de vie sur le lieu parce qu'on vivait principalement des ateliers qu'on faisait. Donc notre activité principale était un peu en crise. Les gens autour ont beaucoup souffert, beaucoup de gens ont perdu leur travail parce que le tourisme s'est écroulé. Bref, on était tous dans avoir des problèmes à gérer et pas trop savoir comment s'en sortir. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de revenir à ok, c'est quoi notre écosystème autour de nous, qu'est-ce qu'on a comme acteurs, qu'est-ce qu'ils ont comme force et qu'est-ce qu'on peut créer ensemble avec ces forces. Nous, on s'est rendu compte qu'une de nos ressources principales, c'est qu'on avait ce lieu qui était de plus en plus fertile parce que ça faisait quand même 5-6 ans qu'on bossait dessus, que ça commençait vraiment à payer ses fruits. On avait Lungno à côté de nous, un de nos amis fermiers pour qui c'était aussi difficile de perdre des revenus parce qu'il y avait de moins en moins de boulot. Et puis on avait tout plein de potes autour qui ont la chance de pouvoir travailler en ligne, qui avaient des revenus, qui avaient des valeurs aussi, qui avaient envie de soutenir de manifester leurs valeurs et de soutenir des projets pour lesquels ils croyaient. Et en mettant tout ça ensemble, en jouant Lego avec tous ces éléments-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait créer une AMAP. C'est-à-dire qu'on a mis le terrain à contribution pour créer. Les potes ont accepté de financer ce projet. Donc on met tous un petit peu d'argent ensemble. Ça a permis de créer un emploi à plein temps pour Lungno, qui au lieu de travailler à balancer des produits chimiques et à aller vendre sa force de travail où il peut, il a un emploi qui est stable.
il a la sécurité sociale, il travaille dans un lieu qui est sain. Et tous ensemble, on a gagné en résilience parce que maintenant, ça nous a permis de tellement développer la production sur le lieu que maintenant on fait 2 récoltes par semaine qu'on se partage entre tous les membres de la coop, donc Luno, nous et les 3 autres familles. Et c'est comme ça qu'à partir d'une situation de crise et de difficulté, en se resserrant les coudes et en regardant les forces vives vraiment dont on disposait, on a pu créer un petit élément d'économie locale où il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Par contre, à notre échelle, on crée énormément d'abondance parce qu'on produit une part non négligeable de notre alimentation maintenant pour 4 familles. 5 familles même en comptant Luno qui prend régulièrement aussi. Donc voilà, c'est un petit exemple inspirant, j'espère, qui illustre bien comment, en regardant autour de soi ce dont on dispose comme force et les interactions bénéfiques qu'on peut créer, ce qui peut en ressortir de régénérateur et d'abondant. Donc maintenant qu'on a parlé d'écologie intérieure, d'économique et l'écologie de nos échanges, Lise, pour une dernière partie, va nous parler d'une dimension dans laquelle on peut puiser l'inspiration dans les principes de PERMA et qui s'adresse à tout le monde, c'est celle de la vie de famille et de l'éducation. Donc qu'est-ce que ça peut nous apprendre dans ces dimensions-là de la vie? Alors ouais, moi ça me tenait à cœur de vous parler d'éducation, d'enseignement, parce que on peut vraiment appliquer les principes de la permaculture dans ce domaine-là aussi, c'est assez important pour nos enfants et pour les générations à venir justement, et pouvoir leur transmettre en fait toutes nos connaissances de la vie, tout ce qu'on fait en fait aujourd'hui. Et donc l'idée c'est vraiment de apporter aux futures générations l'éducation dont ils vont avoir besoin pour eux aussi créer cette résilience sur le long terme et continuer ce que nous on commence. Donc la première chose c'est de s'appuyer sur les parents. Donc comment est-ce que eux, les parents, dans le cadre de la maison, ils vont pouvoir apporter à leurs enfants une éducation qui puisse répondre un peu au fait que les enfants vont pouvoir se diversifier dans leurs activités, par exemple, donc leur donner de la liberté. Et l'idée, c'est de se dire, les parents, ils sont là pour observer leurs enfants, pour les connaître et pour les intégrer en fait dans l'environnement dans lequel ils jouent, en fait, les enfants. Ensuite, la deuxième chose, c'est de se dire que un enfant, c'est comme une graine, hein, en fait. Donc, on va la planter quelque part. Et puis nous, en tant que parents, ce qu'on va faire, c'est que on va nourrir cette graine, on va arroser cette graine comme il faut pour que cette graine, elle puisse fleurir en fait dans les meilleures conditions, qu'elle puisse construire ses racines bien solides et qu'elle puisse ensuite s'épanouir elle toute seule grâce à sa créativité, grâce à ses propres talents innés qui puissent mettre au service de la société dans le cadre aussi des principes, des éthiques de la permaculture. Donc cette graine-là, l'idée c'est de se dire les enfants, c'est très important de les placer, de leur construire un environnement sain qui va leur permettre d'évoluer dans la liberté en mettant en avant leur propre unicité. Parce qu'on est tous uniques, on a tous des choses à offrir qui sont différentes, des choses à offrir au monde qui sont différentes, pour qu'on puisse se compléter et garder cette diversité, cette biodiversité dont on a besoin pour construire une société qui soit résiliente. La dernière chose, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner les enfants aussi pour que eux, ils soient dans leur créativité artistique. C'est-à-dire pour qu'ils deviennent acteurs et musiciens plutôt qu'ils restent spectateurs, simples spectateurs. Et en fait, vous allez voir, les enfants, quand ils naissent, ils sont déjà dans ce pouvoir créateur. Et c'est nous, en fait, qui les enfermons plus ou moins dans une culture, en fait, pour qu'ils puissent s'adapter à la société, qu'ils puissent se rendre sociaux vis-à-vis des autres. Et donc, ils sont amenés aussi à réprimer certaines de leurs qualités, une partie de leur créativité. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner à garder ça, en fait, vivant en eux, pour qu'ils puissent s'épanouir, en fait, sur leur propre chemin. Une dernière chose, c'est que l'apprentissage, l'enseignement, l'éducation des enfants, c'est véritablement quelque chose qui fait partie de la solution pour arriver à créer un changement de notre société
parce que eux aussi, l'idée c'est de les encourager à ce qu'ils puissent trouver leurs propres solutions et qu'ils puissent être autonomes. Donc leur créer des racines qui sont solides, leur créer un espace où ils puissent se sentir en sécurité pour pouvoir évoluer à leur façon et à leur rythme surtout. Voilà pour l'enseignement, pour l'éducation. Il y aurait beaucoup plus à dire là-dessus. On pourra appliquer les 12 principes de la permaculture. Donc là, on est sur une vidéo relativement courte pour ça. Mais il y a vraiment énormément de potentiel par rapport à l'enseignement et puis l'éducation de nos enfants. Et aussi la façon dont ça marche en famille aussi. Donc voilà pour la façon dont on peut appliquer ces principes de permaculture dans différents domaines. Donc on a essayé de vous en parler un petit peu. N'hésitez pas à nous écrire en fait si vous voulez en savoir plus. Alors on va passer à la conclusion. Est-ce que Damien, tu veux dire quelque chose déjà ? Oui, on a déjà dit beaucoup de choses, donc je vais juste rappeler, je pense, un des éléments de la permaculture qui pour moi est vraiment central et le plus important à se rappeler, hein, si je devais vous offrir juste une chose avec laquelle repartir, c'est que la permaculture, c'est pas une technique, c'est une manière de repenser la manière dont on s'intègre au vivant, et que ça, c'est la porte d'entrée vers des transformations qui vont être différentes pour vous, pour moi, pour Lise, parce que c'est comme ça que notre vraie nature va se révéler, s'exprimer. Et c'est en exprimant nos natures intérieures profondes, notre âme, que va fleurir la diversité, la biodiversité d'êtres humains et de caractères dont on a besoin pour inventer le monde de demain qui sera régénérateur, qui sera durable, qui sera juste. Donc voilà, repenser et avoir confiance à repenser notre intégration au monde vivant et ce qui peut en découler. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, merci pour ça, parce que la permaculture, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'organiser le changement qui est nécessaire, ce changement de paradigme qui vise en fait à réconcilier la Terre et les hommes. Et en fait, la perma, c'est une belle réponse au challenge de notre époque, aux défis auxquels on est obligé de faire face aujourd'hui. Elle nous permet en quelque sorte d'imaginer un futur riche en abondance de nos biens essentiels, tout simplement parce qu'elle s'inspire de la nature. Et la nature, depuis toujours, elle a su se régénérer, elle a su créer de l'abondance et en fait, elle déborde de vitalité. Et nous aussi, on peut tout à fait, en tant qu'être humain, déborder de vitalité pour justement pouvoir réaliser quelque chose de plus grand, en fait, de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et on réalise aussi que quand on touche à la terre, on se relie à tout ce qui fait la vie des hommes. L'alimentation, bien sûr, mais aussi la santé, les paysages, l'art de vivre, l'emploi, l'économie, l'émerveillement, notre rapport à la vie en fait, et tout ce qu'on porte aussi de plus intime en nous, nos émotions, notre présence aux autres, notre présence au monde. Donc voilà, la permaculture, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne depuis super longtemps. Et on vous remercie de votre présence, on vous remercie de votre attention. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la perma, parce que c'est tellement immense comme sujet, n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos réseaux ou via notre site, le site de la Fondation. Mais voilà, on vous aime très fort et on vous souhaite de créer plein de magie grâce à la nature. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.